Alors, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui sont semi-présents, bonsoir à ceux qui seront présents. C'est comme ça, c'est multidimensionnel le séminaire. Aujourd'hui, c'est la dernière séance du séminaire de l'année. Déjà, Bastien n'est pas là parce que, comme je vous ai dit, il est dans un camp de rééducation du collectif malgré tout, mais il sera là à la rentrée. Et à la rentrée, les points d'attaque, les points de travail de la rentrée sera autour de 3 travaux qui sortiront publiés, un en France et 2 en Amérique latine, qui sont un tout petit peu les fruits sont 3 bouquins, sont les fruits des travaux qu'on a fait avec le groupe dont on vous parle souvent, c'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, surtout celui qui est plus connu du groupe, Raoul Siveci, mais il n'y a pas que Siveci, il y a Ariel, Anne, Florence, donc ces 3 bouquins sont 3 travaux à partir des années qu'on a passées en train d'essayer de comprendre quelles pouvaient bien être les pistes d'un engagement aujourd'hui qui correspond un tout petit peu à l'époque obscure que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va faire 2 choses. On va d'abord un tout petit peu fixer quelques points, surtout 2 ou 3 qui sont sortis par rapport à des questions. Et après, sous la forme comme des têtes de chapitres, quels sont les axes principaux des travaux qui vont sortir et qui seront un peu l'axe du séminaire à partir de septembre. Juste une question je ne sais pas si c'est la même personne avec 2 noms, ce sont 2 personnes, mais c'est drôle parce que vous savez que nous utilisons avec Bastien, on utilise le modèle de ce qu'on appellerait, un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel pour essayer d'expliquer un tout petit peu l'idée de qu'est-ce qu'est une autoproduction du monde, un processus autoproduit. Pourquoi l'espace vectoriel? L'espace vectoriel parce que l'espace vectoriel nous permet de, par exemple, montrer la différence qu'il y a entre dire l'homme fait telle et telle chose, ou de dire, il y a un vecteur et le vecteur de l'espèce humaine avec sa multiplicité, et un autre vecteur est le vecteur de la technologie, un autre vecteur est le vecteur de l'écosystème. Donc pour nous, l'idée d'un espace vectoriel nous permet de concevoir, de penser d'une façon, d'un point de vue assez clair. Qu'est-ce que c'est un procès d'autoproduction dans lequel toute image d'un sujet qui produit, que ce soit l'image typique des sujets cartésiens ou les sujets pour des courants marxistes ou les sujets dans la théorie des sujets des Badiou, n'est-ce pas, qu'il y a un sujet qui agit par rapport à un monde. Donc l'espace vectoriel nous permet d'avoir une image de comment les vecteurs interagissent entre eux en tant qu'un substrat. Souvent, je l'ai comparé avec ce qu'on appelle un système multi-agent. Un système multi-agent, c'est-à-dire dans lequel aucun des vecteurs, aucun des agents qui interagissent entre eux maîtrise ou peut même viser la résultante. Alors, il y a eu 2 questions techniques, très techniques, par rapport à l'espace vectoriel. Alors, une, c'était par rapport à la fonction des tenseurs dans un espace vectoriel. Mais en fait, non, je préfère... je vais répondre aux 2 personnes qui m'ont demandé des précisions plus physiques, de la physique par rapport à l'espace vectoriel et les tenseurs. Mais non, je préfère dire tout de suite qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un tenseur et une résultante. Voilà. Mais
on reste dans cet espace vectoriel, on reste dans l'image, on veut avoir l'image et la compréhension de ce qui est un système multi-agent en relation dans lequel la résultante se trouve après une sorte de discontinuité. Une discontinuité. C'est pour ça qu'on l'utilisait surtout. L'autre aussi, c'était une question assez technique sur l'espace vectoriel. Mais je pense que bon, c'est très intéressant comme ça de jouer avec les modèles. C'est très intéressant de jouer avec les modèles dans le sens dans lequel on dit tout notre Mamotreto, les modèles organiques, est un modèle dans lequel chaque niveau, chacun des trois niveaux, est un niveau qui est comparable à un espace vectoriel dans le sens que rien n'est polarisé, il y a des vecteurs différents qui interagissent et par transduction vers un niveau différent, et non pas par traduction, etc., pas par causalité-effet non plus, il y a des interférences. Alors, c'est vrai que l'image d'un espace vectoriel est une image intéressante pour essayer de l'appliquer. Par exemple, c'est dire, quand on est par exemple face à une institution dans laquelle il y a une direction, une bureaucratie, etc., etc., et tout à coup, descendre la direction, par exemple, descendre, les instances bureaucratiques, les descendre à l'espace vectoriel, est une façon de jouer avec cette idée de la auto-reconstruction du monde, des systèmes, en disant, bon, mais peut-être, finalement, la direction, par exemple, on prend un hôpital, alors on dit, voilà, il y a le directeur médical, il y a le directeur administratif, et on dit, non, tu les mets dans l'espace vectoriel et tu vois comment émerge quelque chose. Et c'est très drôle parce que pour tous ceux qui ont travaillé dans les milieux hospitaliers, moi j'ai travaillé 30 ans à l'hôpital, c'est très drôle parce que quand on pense en termes d'espace vectoriel, on peut facilement voir la différence entre ce qu'on appellerait les récits et les processus, n'est-ce pas? Par exemple, c'est quelque chose qu'avec Angélique on avait raconté dans un de nos bouquins sur la psychiatrie, notre courant qui est la psychiatrie et la psychanalyse existentielle. On racontait ce qui est typique dans tous les services, une réunion de synthèse de l'équipe de psychiatrie. Et alors donc on avait compté qu'il y avait, je ne me souviens pas, 13-14 personnes, 2-3 psychiatres, 2-3 psychologues, des infirmiers, des éducateurs, et pendant 1 heure et demie, on parlait de l'encoprésie de Philippe, un petit patient qui s'est fait caca dessus. Et alors, au bout d'un moment, il y avait quelque chose qui clochait, quoi. On dit, est-ce que c'est vrai que tout ce système-là est en train de parler de l'encoprésie de Philippe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, on fait un calcul économique, on dit combien de milliers d'euros est en train de coûter l'encoprésie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que toute idée fonctionnelle, linéaire de cause et effet explose quand tout à coup on se rend compte que l'encoprésie de Philippe et Philippe lui-même, les psys, les infirmiers, les éducateurs, les murs, n'est-ce pas, font partie d'un système, d'un espace vectoriel dont la résultante, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, ne coïncide pas avec ce qu'on croit ou ce qu'on dit qu'on est en train de faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que les passer en espace vectoriel, vous voyez, parce que si on reste à niveau, par exemple, de café de commerce, vous voyez, c'est-à-dire les râleurs, alors on dit, mais il y a 14 personnes payées là pour que l'autre ne se fasse pas caca dans le froc, alors on dit, quelle est l'efficacité? Vous voyez, c'est le typique râleur, c'est le râleur qui, incroyablement, la France n'a pas le monopole. Mais bon, quand on paye en France, on voit râler, parce que derrière les râlements, il y a les râlements, dans le sens populaire, il y a les indignés, qui s'indignent de comment les choses vont mal. Et en réalité, tout à coup, on n'est ni indigné par la folie, ni
râlant parce que ça pourrait être autrement. Tout d'un coup, on dit, attends, ne crois pas à une vision verticale, vous comprenez, dans laquelle la fonction de cette institution serait celle-ci. Et c'est là où tout d'un coup, boum, on descend la chose et on se dit, bon, on descend tout à l'espace vectoriel, et après, les hypothèses sont plus ou moins ouvertes, non, de dire, mais en fait, qu'est-ce que vraiment on est en train de faire là, non? Qu'est-ce que ça donne, ce processus, hein? Je me souviens aussi d'une éducatrice qui, dans la région d'Épernay, elle avait comptabilisé qu'elle avait, je crois, 1500 personnes à s'occuper qui étaient mal logées au sans logement, non? Et elle pleurait, elle était désespérée, Sophie, très gentille, parce qu'elle disait, mais je ne peux rien faire. Je disais, mais non, tu ne te rends pas compte, tu as une efficacité incroyable. Toi, toute seule, permet que 1500 personnes attendent tranquillement la solution sans faire chier, sans se révolter, sans chercher d'autres solutions. Non? Donc, vous comprenez, l'idée, c'est l'espace comme un fonctionnement multi-agent, un fonctionnement de haute constitution, permet tout à coup de sortir de la vision un tout petit peu occidentalo-centriste, de savoir ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, savoir ce qu'on est en train de faire. Comme dirait l'autre, quand on sait trop où on va, on s'y perd. Non? Dans le cas des 13 soignants qui s'occupaient de Philippe, qu'est-ce qui se passait alors? C'est quoi les hypothèses autres qu'on s'occupe de Les hypothèses que nous avons développées parce que ça nous intéressait, c'est bon, avec Sophie, c'était l'ordre social. Je lui dis, t'imagines, tu vaux une compagnie de CRS, quoi. C'est-à-dire, toi, tu tiens un carreau, 1500 personnes qui attendent le tour. Bon. Dans le cas de l'hôpital, non, c'est plutôt les hypothèses anthropologiques sacrificielles, de type sacrificiel, n'est-ce pas? De dire quel est le traitement qu'une culture, qu'une société donnera à la pathologie psy, donnera à l'enfance, tu vois, c'est-à-dire que tout à coup, on disait, là, ce qui est en train de se passer ressemble beaucoup plus à des rituels culturels, tu vois, des prises en charge, au-delà de toute idée linéaire d'efficacité. Parce qu'effectivement, si toi tu gardes l'idée d'efficacité, tu te donnes la tête contre le mur, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font ces 14 cons là en train de parler pendant une heure, tu vois, et une heure et demie avait duré la fameuse réunion, mais tu vois, donc là on l'a vu, alors une autre fois, j'espère fâcher personne, mais une autre fois on avait fait ça par rapport à certaines habitudes lacaniennes, non? Je sais qu'il y a des lacaniens qui regardent, des cari amici lacanieni, scusatemi, qui sont de l'autre côté, comme vous pouvez voir les Alpes. Non? Et alors donc, il s'avère que c'est une habitude très courante chez les grands pontes lacaniens, et les petits essaient de faire pareil. C'est une habitude que Lacan avait imposée, non? Qui était par exemple, les gens arrivaient dans la salle d'attente, non? Et alors le mandarin sort, le grand gourou sort, et sans tenir compte du tout de l'ordre d'arrivée, non, dit vous, non? Et il choisit un. Et il choisit un, il passe, non? S'il y a beaucoup de chance ce jour-là, il reste 15 minutes ou 12, non? Il paye très très cher et s'en va. Et alors nous on a décrit ça, on a dit, mais là qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, tu vois, d'un point de vue médical, psychiatrique, j'avais du mal à penser qu'on est en train de s'occuper des problèmes, de la souffrance psychique, ou qu'on est en train de vouloir non guérir, parce que guérir, de rétro, on tombe jamais si bas de vouloir guérir quelqu'un. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est-à-dire, tout d'un coup on se dit, tu vois, parce que sinon, l'indignado ou le râleur dirait, ouais, 15 minutes, l'autre con me fait attendre une heure, on ne me prend pas dans l'ordre, ou l'indignado disait, comment serait-il possible, tu vois? Mais on dit, non, qu'est-ce qui se passe, vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Alors bon, nous on l'a vu, c'était très, désolé que je suis occupé. Et Bastien n'a jamais fait ça, et pourtant il est dans un camp de révélation. Et alors, nous on s'est dit, c'est drôle, parce que qui allait faire sa séance de 5-10 minutes, c'était tous des ponts, des grands intellectuels, le typique personnage, la typique personne à laquelle
à laquelle on ne le fait pas, non? Qui ne croit pas à la politique, ne croit pas au discours, et tout ça. Sauf que là, tu dis, c'est un rituel masochiste, c'est quoi, non? Et donc on analysait ces côtés-là, tu vois, c'était en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire le docteur Mabul en attendant 1 heure pour... il ne peut pas penser de façon efficace, efficacité linéaire, que les 5 minutes que l'autre va l'écouter avant de faire la scansion. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, l'idée, c'est un peu ça. Tu vois, l'idée, c'est de dire, ne pensons pas que ça sert à quoi on dit que ça sert. Et alors, non pas dire ça sert à autre chose, plutôt sortir, non? C'est un tout petit peu un retour à l'estartienne, non? Quelque part. Sortir de la linéarité, cause, effet, efficacité, etc., non? Performance, non? Et de dire, bon, à vrai dire, les choses se passent dans dans des cercles, dans des cycles, dans des attitudes qui sont très difficiles à en rendre compte, non? Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand on descend, non, quand on descend d'en haut, l'objectif, n'est-ce pas, dit, et on les met à circuler, on les met à jouer, et bien tout à coup, voilà, on se rend compte qu'entre processus et récit, il y a toujours un hiatus énorme. Alors, voilà, c'était un tout petit peu parce que, bon, comme il y a eu 2 questions par rapport au ce qu'on appelle un champ vectoriel, donc une de 2 questions très très techniques, bon, voilà, je répondrai techniquement, mais en disant, c'est intéressant de jouer à ça, non, c'est intéressant de jouer à ça. Et une autre fois, après je ne vais pas être trop long là-dessus, mais une autre fois, on avait fait, comme j'ai travaillé longtemps en éthologie, non, on travaillait en éthologie parce qu'on voulait travailler sur ce que c'est unité. Donc, qu'est-ce que fait unité? Qu'est-ce que fait une unité organique, non? C'est intéressant de voir, voilà, il y a les individus d'une espèce, d'un groupe, et qu'est-ce que fait une unité, non? Par exemple, avec les pigeons, on travaillait beaucoup sur le toit, et c'était drôle de voir comment il y avait une unité organique dans laquelle toute vision pyramidale, il y a les chefs, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire il y a une unité organique dans laquelle chacun est pour et par l'autre, et c'était drôle par rapport à la perception des limites à géométrie variable de cette unité. Parce que s'il y avait un pigeon qui passait à 10 cm de limite que nous on ne les voyait pas, nous on devait les retracer en permanence, non? À 10 cm où il était les limites en ce moment, c'est pas grave. S'il passait à 5 cm, il s'est cassé la gueule, quoi. Il y avait une bagarre terrible, non? Et effectivement, c'était intéressant de travailler dans ces systèmes multi-agents. Voilà. Et alors, quand on a travaillé là-dessus, l'exemple que je vous ai donné, on a dit, on va aller dans une assemblée à une fac quelconque, une assemblée d'étudiants, et on va laisser de côté ce qui est dit, et on va voir les attitudes. Bon, c'était très drôle. Bon, je ne vais pas continuer parce que je vais me faire traiter de biologiste fasciste, mais c'était très très drôle de voir les invariantes propres à l'assemblée qui étaient tout à fait déconnectées de ce qui était dit. C'est-à-dire, et ça ne veut pas dire quelle connerie, c'est-à-dire la conclusion, en tous les cas notre conclusion, c'est pas de dire mais comme ils sont cons, ils ne se rendent pas compte. Ça veut dire simplement, effectivement, les niveaux de ritualisation, les niveaux des rapports entre guillemets sacrés, par exemple théologiques, non, dans le sens des interdits, des sacrificiels, etc. Les niveaux de fonctionnement en dehors de toute linéarité occidentale, d'efficacité comptable, évaluable, les niveaux de fonctionnement au quotidien sont énormes, quoi, énormes. C'est-à-dire, autant dire qu'à vrai dire, l'idée occidentale, dès qu'on fait les choses en sachant pourquoi on les fait et qu'après on évalue, quand on applique, comme ça, quand on joue à différentes situations à appliquer cet rabattement vers tout comme vecteur en interaction, on se rend compte qu'à vrai dire, les fameux mondes del ser, les mondes coloniales, les mondes de la rationalité, les mondes dans lesquels on sait pourquoi on fait les choses, si on peut en rendre compte, etc., eh bien, n'a jamais réussi à une colonisation complète. N'a jamais réussi à une colonisation complète.
Et c'est là où, petite parenthèse, parce que c'est un des sujets des 3 travaux qu'on va sortir à la rentrée, qui est à partir de la continuation de la tyrannie de l'algorithme, c'est un travail à partir de en quoi chaque GPT c'était un pivot. On a parlé la dernière fois, n'est-ce pas? Et c'est vrai que par contre, tout, dans l'état actuel des travaux en général, tout paraît montrer, et c'est là, disons, la morale de l'histoire, non? Tout paraît montrer que les modes de colonisation de l'algorithme, les modes d'influence de l'algorithme, le formatage algorithmique de la vie, de la culture, par contre, oui, arrive à détruire ces unités organiques sous-jacentes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, effectivement, aujourd'hui personne n'a la réponse ni oui ni non, mais c'est vrai que au moment où on parle, c'est vrai que par rapport à la pénétration de cette fameuse colonisation algorithmique dont le mouvement, dont la mouvance décoloniale ne parle jamais, eh bien, paradoxalement, par rapport à tous ces très sympathiques rituels, non, dans lesquels il y a une tas de dimensions cachées qu'on ne veut pas reconnaître et qui sont là, n'est-ce pas? Eh bien, par rapport à ça, c'est vrai que le mode de pénétration algorithmique s'attaque à ces niveaux-là. C'est-à-dire que les modes de pénétration algorithmique disciplinent par dislocation les vecteurs de l'espace vectoriel. Ça, c'est l'hypothèse de travail. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, pour le dire avec d'autres mots, avec d'autres références, la colonisation algorithmique s'attaque au niveau pré-individuel. C'est-à-dire qu'on peut dire que si la colonisation occidentale, parce que là on parle du mode de colonisation occidentale, non, des colonies, il y a eu toujours les Romains, les Grecs, d'autres types de colonies, non. Mais là, pour parler de la colonisation occidentale, effectivement, on peut dire que jamais les modes de colonisation occidentale, ni en Afrique, ni en Asie, ni pour ce qu'on connaît en Amérique latine, jamais la colonisation occidentale a réussi non pas seulement à démolir les modes de fonctionnement, à tuer des millions de personnes, c'est les génocides les plus grands qui existent, effectivement, en Amérique latine et en Afrique, non? Mais malgré tout ça, il y a comme une sorte de double échec pour accomplir cette colonisation. D'une part, jamais la colonisation a réussi à détisser, à disloquer, n'est-ce pas, les cultures indiennes qui réémergent et sont là, et des modes de vie, etc., etc. Mais, deuxième corollaire, même le colon n'a pas réussi sa propre colonisation. Pourquoi? Parce qu'en Occident, partout, nous voyons que ces couches sous-jacentes des non polarisables, non compréhensibles d'après une raison d'efficacité, persistent. Or, les modes de colonisation algorithmique, le mode d'action, de pénétration de l'algorithme, qui participe et part effectivement d'une dislocation, d'un émiettement de toute instance d'unité, oui, apparemment, c'est le vrai problème, c'est ça. Le problème, c'est que, voilà, là, c'est que, pour le dire comme ça, c'est le projet cartésien de devenir maître et possesseur. Ils n'ont jamais été maîtres et encore moins possesseurs, ils sont bien fait posséder, n'est-ce pas? Par contre, les modes d'action de l'algorithme, oui, agit à un niveau pré-individuel. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, juste un point avant de venir à la question de l'engagement, qui sera la question de l'année prochaine. Si nous avons en tête l'idée d'un substrat comme champ vectoriel et une résultante. Non, la résultante, c'est ce qu'on disait, non, la résultante est la seule force, la seule puissance qui ne correspond à aucun élément matériel, à aucune personne, à aucun élément de l'écosystème, à aucune espèce, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la résultante n'est pas substantielle. La résultante, elle est distributive. Jusque-là, on y est, non? La résultante étant distributive. Alors,
Nous, ce qu'il faut tenir compte, c'est que pour bien voir, revoir les choses qu'on a vues et lancer la chose, si nous disons, bon, voilà, maintenant on est dans cette question, agir, penser, agir dans la complexité, n'est-ce pas? Nous pouvons dire, on ne sort pas de l'époque de l'homme. C'est-à-dire, dans le sens, c'est l'époque de l'homme où la modernité vraiment doit correspondre, les récits devraient correspondre au processus. Vous comprenez? L'époque de l'homme et les récits. Les processus n'ont jamais été l'humain en train de, à travers sa possession de la technique, modifier la nature et se modifier. Vous comprenez? L'homme est l'image qui recouvre la résultante pendant la modernité, pendant l'Anthropocène. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'homme, c'est que Foucault appelait l'époque de l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qu'on appelle l'Occident avec l'homme cartésien, etc., etc. Eh bien, à la fois, l'espace vectoriel, c'est ce qui nous permet de comprendre, non? Que ce qu'on appelle l'homme, c'est l'image qui recouvre la résultante. Je fais le truc. Non, les patates, il faut faire comme Fellini. Ah oui. Oui, tu vas? Oui, lui, Théo. Ouais, ça c'est oui, là. Je pensais que tu me demandais la permission de faire. Ah ouais, lui, il ne doute rien. Il y a un autre qui est en 5 ans de redressement, lui, il pense que je lui demande la permission. Tu vois? Oui. Si on disait qu'un champ vectoriel qui compte aussi effectivement comme élément une tangente vers l'infini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dénombrer exactement tous les éléments d'un champ vectoriel. On peut dénombrer, par exemple, on dirait si le champ vectoriel était comme l'exemple des 3 mecs, femmes, mecs, trans, qui poussent un armoire, n'est-ce pas? On dit non, mais là, je peux dénombrer des vecteurs. Non, je ne peux pas dénombrer des vecteurs parce que parmi les vecteurs, il y a des frottements par terre, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus ou moins une tangente vers l'infini dans un champ vectoriel. Oui? Bon, alors on dit, si tout champ vectoriel, et par l'interaction des vecteurs du substrat, du soubassement, produit une résultante, on peut dire que cette résultante, on disait, la résultante elle est distributive. La résultante n'existe pas quelque part ailleurs, la résultante existe comme un élément dans chaque vecteur, de façon différente sur un mode différent. C'est quelque part comme une monade, si vous voulez. Mais donc, je dis, la résultante, elle est comme enveloppée par une image. Enveloppée par une image qui permet de créer une sorte d'ordre, de pensabilité, est pensable, est imaginable de vivre ça, n'est-ce pas, est imaginable. Donc, l'homme est le nom de cette image qui enveloppe la résultante. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si l'espèce humaine, elle est là, la technique, elle est là, l'écosystème est là, etc. C'est pas l'homme comme un élément, comme un sous-ensemble, si vous voulez, peu importe, mais d'ici dont il s'agit. C'est dont il dit, l'homme, c'est le récit qui enveloppe la résultante. Et la résultante, effectivement, c'est la résultante des forces en interaction que de façon distributive va intervenir dans chacune. Eh bien, tant qu'une résultante ne réussit pas à se stabiliser et produire une sorte d'image enveloppante, on peut dire qu'on se trouve dans un moment comme aujourd'hui, qui est un moment d'instabilité profonde. L'instabilité profonde, pourquoi? Parce qu'effectivement, les processus ne trouvent pas des images capables de donner une sorte d'ordre, de viabilité, non? Et de visible, vous comprenez? C'est-à-dire que l'image qui enveloppe la résultante, non? Et celle qui va stabiliser la résultante. Pourquoi? Parce que c'est le récit qui justifie, dans le sens un tout petit peu que Lévi-Strauss donnait au mythe. Il va dire, les mythes justifient, expliquent, non?
et le mythe, justifie et explique l'ordre. Alors, effectivement, cette justification est de l'ordre d'un récit, mais ces récits-là, et les récits dans lesquels, pour l'espèce humaine, dans tous les cas, là, c'est pas pour l'ensemble des vivants, mais pour l'espèce humaine, est fondamental pour que ce soit imaginable de vivre comme ça. Alors, si nous sommes dans un entre-deux, en tous les cas, Gramscien ou pas, oui, Gramscien, si nous sommes dans un entre-deux, c'est parce qu'effectivement, non pas que les processus qui freinent les modes de production occidentale, que la résistance, que l'inefficacité, bon, non pas qu'il n'y ait pas des processus qui s'opposent, non pas qu'il n'y ait pas des sortes de radiographies de ce qui est en train d'arriver, qui nous montrent que ce qui arrive ne va pas. Mais c'est parce que ce que notre époque a beaucoup du mal à faire émerger, c'est effectivement une image, n'est-ce pas, qui enveloppe une résultante. Alors, il faut bien comprendre, c'est pas que les récits a un pouvoir performatif, et qu'un récit différent va créer la réalité ou modeler de la réalité différemment. Non, ce que nous on essaie de dire, c'est que quel est le rôle du récit? Eh bien, le rôle du récit est d'être les symptômes d'une certaine stabilité de la résultante. Vous voyez? C'est-à-dire, peut-être que ce n'est pas ce qui va donner la stabilité à la résultante, mais tant qu'il n'y a pas un récit, on se rend compte qu'il y a quelque chose de la résultante qui n'est pas stabilisé. N'est-ce pas? Alors, un récit, c'est tout bêtement, il faut le prendre là dans le sens de pourquoi les gens se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est sérieux, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est pas sérieux, n'est-ce pas? On voit bien, on est presque en permanence dans l'agenda de l'ennemi, pour dire comme ça, n'est-ce pas? On est presque en permanence en train de justifier économiquement nos choix, comme si c'était absolument nécessaire de justifier économiquement. Et là-dessus, c'est vrai que la pandémie a montré le caractère absolument imaginaire et métaphysique de la macroéconomie, non? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'économie? Il y a des sous, il n'y a pas de sous. Là, il y a eu 2 années dans lesquelles il y avait de sous. Et maintenant, à nouveau, il n'y a pas de sous. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, il y a de sous, il n'y a pas de sous? Ça, on ne sait pas trop. Et pourtant, malgré des trucs énormes comme ça, qui permettent de dire, non mais attends, mais c'est quoi le réalisme macroéconomique? Non, c'est quoi le réalisme macroéconomique? Malgré des éléments comme ça, on voit bien quand même que pour être sérieux, on doit avoir un discours structuré économiquement, on doit justifier économiquement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut des hôpitaux, pourquoi est-ce qu'il faut des écoles, pourquoi est-ce qu'il faut des dispensaires, des maternités, tout ça, c'est très bien, c'est très compréhensible. Moi, je me souviens une fois, j'ai passé un très mauvais quart d'heure, il y avait les comités d'entreprise de IBM qui m'avaient invité à faire une intervention. C'était le comité d'entreprise, alors je dis bon, pourquoi pas. Et quand j'ai fini de parler, oh, il y a les DRH qui parlent. J'étais un peu étonné, mais bon. Hein. Et le DRH, il a commencé à parler, il a dit qu'est-ce que c'est beau ce que vient d'expliquer Miguel, qu'est-ce que c'est intéressant. Moi, malheureusement, je suis dans la réalité. Et alors, la réalité, c'était quoi? C'est le mec qui vit pour les gens, c'est le mec qui. Vous comprenez? Bon, nous, quand on dit la résultante de la contestation, c'est-à-dire que la résultante, c'est-à-dire la nouvelle image, le nouvel paradigme, comme on veut l'appeler, n'est-ce pas, n'est pas stabilisée du tout, et loin s'en faut. C'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau terre à terre dans lequel on voit bien que ce qui va apparaître comme sérieux est quelque chose qui est absolument capturé par l'agenda de l'ennemi. Ou un autre exemple, pas économique, mais c'est ce qui nous arrive maintenant un peu partout. C'était un monopole français, et maintenant c'est arrivé au Brésil, en Argentine, en Italie, partout, qui est le deuxième tour des élections. Et alors là, il y a le deuxième tour des élections, il y a un fasciste de merde opposé à un néolibéral de merde, mais là, il faut être sérieux.
Et on dit pourquoi il faut c'est quoi très sérieux? On dit très sérieux, c'est rester chez soi et dire bon, finalement, cette élection pourrie est un épiphénomène par rapport à la réalité, parce que il y a fort à parier qu'on puisse dire qu'une élection tous les 5 ans, ou 4 ans, ou 6 ans, ça peut avoir son importance, mais que par rapport aux désastres écologiques, par rapport aux problèmes, etc., tous les problèmes qui attaquent aujourd'hui nos sociétés, on peut considérer que finalement choisir un fasciste ou un néolibéral, étant donné que le fasciste il est très limité parce qu'il doit faire la politique néolibérale et que le néolibéral, de toute façon, pour gagner les élections, il va agir comme les fascistes, n'est-ce pas? Par exemple en France, comme ça. Non? Eh bien, alors on s'est dit, peut-être, vous voyez, c'est un épiphénomène. Non. Le jour du deuxième tour, les gens transpirent chez eux comme des toxicos en train de dire, j'y vais pas, non, mais il faut que j'y aille. Non? Pourquoi? Parce qu'on est dans l'agenda de l'ennemi. On est tout à fait dans l'agenda de l'ennemi. C'est-à-dire, moi j'ai vu peu de gens, par exemple, par rapport aux manifestations sur la retraite, dire il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Non, ils allaient ou ils n'allaient pas. Et aucun problème. N'est-ce pas? 3 millions de personnes dans la rue pour montrer comment l'autre s'étorche, pas avec des papiers cul exactement, n'est-ce pas? Et alors, bon, ça, on y va, on n'y va pas. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ce type comme ça de capture, non, qui montre que la résultante du système néolibéral, il est costaud, stable et bien installé. On est bien installé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a du mal à produire. Pourquoi est-ce que les gens se lèvent le matin? Vous comprenez, c'est à ce niveau-là. Bon. Alors, effectivement, une des raisons, une des raisons matérielles, non objectives, pour lesquelles une résultante ne se stabilise pas, hein, c'est parce que dans les époques de crise comme la nôtre, vous vous rappelez comme on définissait la réalité comme l'oubli de la maille, non, l'oubli de la maille de production de la réalité, sans faire une séparation en réalité aux mailles, non? Et on disait le réalisme, c'est l'oubli de l'oubli. Hein? Bon. Le problème, c'est que justement, une des caractéristiques d'une époque de crise majeure comme aujourd'hui, à niveau mondial, mais aussi quand une personne est dans une crise profonde, c'est la même chose, ou un groupe, c'est que la réalité n'arrive pas à faire son travail d'oublier la maille. Vous comprenez? C'est dans l'oubli de la maille que les choses vont de soi. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est parce qu'on peut oublier la maille, les modes de production de la réalité, parce qu'on peut oublier les modes de production de la réalité, qu'on incorpore cette réalité dans ces ça va de soi. Non? Or, effectivement, une des caractéristiques de la non-stabilité de la résultante d'aujourd'hui, d'une nouvelle résultante d'aujourd'hui, c'est parce qu'on connaît beaucoup sur les modes de production de la maille. Vous voyez, c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille, parce que c'est ce qu'on essaie de faire nous-mêmes, on travaille au niveau des modes de production de la maille. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quels sont les processus? Et c'est très important. Mais simplement, tant qu'il ne peut pas avoir un ça va de soi, que c'est ça l'image qui enveloppe la résultante, non? Une sorte de ça va de soi. C'est ça va de soi qui s'incarne dans les corps. Pas encore dans les corps, hein, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet par exemple tout à coup d'avoir des goûts ou des dégoûts, c'est ce qu'on appelle les arts réflexes culturels. Hein. Les arts réflexes culturels, c'est ça, c'est-à-dire c'est quand j'ai incorporé tellement les modes de vie, la grille des valeurs, les modes de production, etc. Je l'ai tellement incorporé que je n'ai pas besoin de penser à ça. Ça paraît comme un ça va de soi. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, ce sont les ça va de soi. Hein? Par contre, c'est vrai que les ça va de soi, les images qui, je vous dis, ce n'est pas que stabiliseraient la résultante, mais dans tous les cas sont les symptômes de que la résultante est assez stable, elles ne sont pas productibles. On ne peut pas les construire, elles ne sont pas construisibles. On peut déconstruire
joyeusement toutes les images passées, tout l'ordre passé, on peut déconstruire. Aucune déconstruction implique une nouvelle construction. Surtout, aucune déconstruction dévoile une vérité ontologique, vous comprenez? C'est-à-dire que quand on déconstruit, la déconstruction qui est propre pas seulement de Derrida, Loin Sanfo ou des mouvements décoloniaux, ou de la question de genre, la déconstruction elle est propre de toute grande révolution, de tout grand changement dans lequel on déconstruit les valeurs qui jusque-là étaient dominantes, qui formaient partie de cette image enveloppante, on les déconstruit et, bon, en général à la faveur d'autres, non? Mais la déconstruction, on va revenir là-dessus, mais bon, juste deux mots, parce que c'est des points qu'on a beaucoup travaillé, vous imaginez. Il y a Raoul Silvecci qui est allé présenter nos travaux dans une rencontre des peuples originaires et des paysans sans terre au Mexique. Moi, avec Ariel et d'autres amis, on a présenté ça en Uruguay, en Argentine, il y a un mois. Un des points effectivement importants, c'est cette question de la déconstruction. Non? Alors, par rapport à ça, nous, on disait attention avec l'idée déconstructive en soi. Non? D'abord, c'est vrai que chez Derrida, il y a une sorte de tangente idéaliste très grande, parce que c'est quand même cette idée performative de que les discours font la réalité, parce qu'il n'y a pas de métadiscours, il n'y a pas de méta-récit. C'est-à-dire, c'est le récit, sans méta-récit, et c'est côté performatif. Bon. Mais nous, on disait, essayons de voir juste une déconstruction historiquement pas si lointaine que ça, qui est la déconstruction soviétique. Non? Et alors, voilà, on donnait comme exemple comment, vous savez, en s'appuyant sur les travaux de Pavlov, parce que justement, ils ont bien compris, grâce à Pavlov, ils ont bien compris quelque chose qui est très intéressant, c'est que les habitudes, les coutumes, les valeurs, les modes de production prennent corps dans le corps, et tant qu'elles ne prennent pas corps dans le corps, ça ne marche pas. Et alors, en travaillant à partir de la réflexologie pavlovienne, ils disent, bon voilà, le communisme doit déconstruire, le communisme doit déconstruire les anciennes habitudes incarnées dans les corps. Et par exemple, une qu'on a connue jusqu'à peu de temps, jusqu'à qu'on abandonne totalement, c'était l'idée de que tu dois accoucher dans la douleur, qui est une phrase de la Bible, avait été une construction occidentale, je ne sais pas occidentale, mais enfin, une construction du monde ancien, je ne me souviens pas comment il nommait ce monde-là, parce que bon, c'est quand même pas capitaliste, hein, c'est la Bible. Mais dans tous les cas, il dit, c'est soviétique, bon, mais voilà, là on a créé, culturellement, on a créé une série d'arcs réflexes qui ont naturalisé, ils ont pris corps dans les corps des femmes, ils ont fait qu'elles souffrent pour accoucher. Et il y a eu tout le mouvement réflexologique de l'accouchement sans douleur, qui est un échec. Non, qui est un échec. Qui est un échec parce que, effectivement, le seul accouchement sans douleur que nous connaissons aujourd'hui s'appelle la péridurale. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que deux choses. Non? Bon, la déconstruction aussi de Lysenko. Non? Lysenko, quand Lysenko il va dire les caractères acquis sont héréditaires. Bon, ça, c'est quand même un énoncé qui va beaucoup plus loin que Derrida encore. Hein? On dit quand même, vous savez, les caractères acquis sont héréditaires. Vous savez, c'est quand même la Bible de la génétique, les caractères acquis ne sont pas héréditaires. Maintenant, ces nuances par rapport à des études épigénétiques, des rétrovirus, peu importe, mais en tous les cas, ça reste en bonne partie comme ça, exactement comme ça, les caractères acquis ne sont pas héréditaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si moi, j'aime jouer au golf, j'aime pas jouer au golf, si moi j'aime jouer au golf, et j'aime beaucoup jouer au golf, ma fille, à la naissance, sans trop se rendre compte, elle va avoir comme ça des caractères acquis golfistiques, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire Lysenko? Qu'est-ce qu'il voulait dire Lysenko pour faire plaisir au petit père du peuple, non à Staline? Ce qu'il voulait dire, c'était que la nature n'allait pas lui casser les couilles
au communisme. C'est-à-dire que concrètement, les communismes n'allaient pas s'arrêter dans ces changements au niveau des invariantes naturelles. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on y va pour tout. On y va pour tout. Et c'est là où, je vous rappelle, non, ce qu'on disait comme une préoccupation majeure, c'est là où peut-être les génies génétiques, avec les algorithmes, avec la robotique, avec peut-être, oui, peut aller là où la déconstruction idéologique ne peut pas aller. Pourquoi? Bon, parce que voilà, les caractères acquis dans les communismes n'ont pas modifié génétiquement les humains. Bon, enfin, c'est compréhensible, n'est-ce pas? Donc, il y a deux choses. Une, d'abord, il y a eu un précédent exactement pareil, de dire tout est construction, tout est construction. Avec les deux écueils du constructivisme. Un est celui de croire qu'une fois qu'on déconstruit, ce qui va émerger est une vérité en soi, non? Donc n'est jamais nommé construction à ce qu'on fait. Et ça, à nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'effectivement, dans les discussions qu'on a eues dans le mouvement décolonial, là, avec ces rencontres-là, ça s'opposait, les gens qui disent il faut déconstruire les comportements, les habitudes, etc., pour permettre l'émergence d'une liberté quelconque. Et notre position, on disait non, c'est-à-dire la déconstruction fait partie d'une conflictualité multiple, tous azimuts, qui doit être accompagnée, et c'est la réponse que je vais présenter après, qui doit être accompagnée des hypothèses théoriques et pratiques des constructions alternatives. Et donc on était assez critiqués, assez minoritaires, parce qu'effectivement notre position était de dire on ne sort pas de l'aliénation vers la liberté, on sort d'une aliénation vers une autre aliénation, et ce que nous pouvons désirer, c'est que la nouvelle aliénation soit capable de résoudre les problèmes qui aujourd'hui se posent de destruction de l'humain, du vivant, de l'injustice, vous comprenez? Donc l'idée c'est de dire attention parce que la déconstruction, d'une part, ne peut pas être totale, ne peut pas être performative non plus à partir de la langue, c'est-à-dire que toute déconstruction rappelle que pas n'importe quelle chose est constructible, on ne peut pas construire n'importe quoi. C'est-à-dire parce qu'il y a ce que Giuseppe Longo appelle les frottements, les frottements avec les règles. C'est que nous, dans notre jargon mathématique, on nommait la X-tolérance, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un non-solipsisme, il y a quelque chose qui rend, dit en termes leibniziens, qui fait que pas tous les possibles sont compossibles. Pas tous les possibles sont compossibles. Alors donc, d'une part, pas tout est construction dans une construction. Pour qu'une construction soit plus ou moins viable, il faut bien que cette construction ait passé quelques épreuves d'X-tolérance, de compatibilité, de ces frottements, n'est-ce pas? Et quand ce n'est pas le cas, ça tombe. Et l'Union soviétique, justement, c'est une preuve. L'Union soviétique, c'est un exemple, 70 ans comme ça, d'un délire dans lequel les discours, les pratiques, les modes, et non-viabilité. Et alors, bon, de ce point de vue-là, effectivement, l'idée des déconstructions, elle est fondamentale. Oui. Est-ce que le processus qui nous fait déconstruire quelque chose, donc prendre conscience d'une maille, est-ce que quand on va construire autre chose, on ne va pas avoir du mal à oublier la maille, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le processus de construction, une fois qu'on a déconstruit, est-ce qu'on peut construire en oubliant qu'en fait on a construit quelque chose qui... Alors la question est, parce que parfois on n'entend pas bien la question, c'est est-ce que quand on déconstruit et qu'on construit quelque chose de différent, si je comprends bien ta question, c'est de dire est-ce que quand on construit quelque chose, est-ce qu'on ne court pas le risque d'oublier que c'est une construction? Non, justement, c'est pas le risque, c'est que l'idée de, si j'ai bien compris, c'est que construire
on construit quelque chose qui va aller de soi pour nous. On va oublier, je peux demander l'oubli de l'oubli, quoi. Oui. Mais le fait qu'on ait fait cet exercice de déconstruction d'un mode de production pour construire autre chose, est-ce que les choses un jour vont aller de soi pour nous? Voilà, alors par exemple, est-ce qu'il y a un aller de soi dans la nouvelle construction? Est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'on se laisse embarquer par la nouvelle construction? Est-ce qu'on se laisse embarquer ou pas? Alors, là-dessus, moi je pense que dans la courte période d'une vie, pas peut-être ceux qui ont 20 ans, mais dans ceux qui ont 50 ans, mettons, pour le dire comme ça, c'est évident par exemple que l'effet qu'une femme conduise une voiture, qu'une femme soit ministre, qu'une femme soit médecin, c'est devenu... ça va de soi, par exemple. Or, 50 ans avant, bon voilà, c'est une femme qui est ministre, bon, il n'y avait pas, il y avait peut-être une femme ou deux ministres, mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un aller de soi parce que, mais notre hypothèse matérialiste est que pour qu'une construction arrive au point de l'aller de soi, il faut qu'elle soit X-tolérante. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de la bonne construction. C'est-à-dire que nous, on s'oppose à l'idéalisme des Hegeliens de la performance de la langue, du récit. Nous, on dit, pour qu'une construction puisse se stabiliser, donc stabiliser, ça veut dire que ça va de soi, ben, il faut quand même qu'elle ait passé les épreuves de la composibilité, du frottement, n'est-ce pas? Et pas tout est composible. Tu vois, moi, je pense que dans l'exemple où la perception, parce qu'effectivement, les arcs réflexes culturels agissent au niveau de la perception, vont moduler, vont sculpter ta perception. Bon. Imagine-toi qu'aujourd'hui, en très très peu de temps, voir un couple homosexuel s'embrasser dans la rue, c'est devenu d'une banalité, ça va de soi absolue. Tu vois, quand tu penses, tu vois, que sincèrement, tu vois, je pense que 30 ans, 35 ans en arrière, maximum, c'était quelque chose que tu le voyais. Alors tu pouvais le voir et dire, ah, qu'est-ce que c'est bien. Tu pouvais le voir et dire, ah, quelle horreur. Mais en tous les cas, ça se voyait. Qu'est-ce un petit peu la blague, c'est-à-dire que c'est vrai que la norme est normale, ce qui est invisible. Non? Et c'est pour ça que Hollande il a eu la mauvaise idée de dire je serai le président normal, il a réussi. Personne n'a jamais vu, on ne le voyait pas. Mais en même temps, quand vous dites que c'est devenu normal de voir deux homosexuels s'embrasser dans la rue, vous ne parlez que du monde urbain. Si, bien sûr. Si on va dans un monde rural, dans un village, non, deux hommes s'embrasser sur la rue, mais c'est pas du tout normal. Non, mais je donne un exemple concret, évaluable, effectivement, en Argentine, à Buenos Aires, à Montevideo, à Paris, à Berlin, à Milan, voilà. Effectivement, tu n'as pas intérêt d'embrasser ton couple homosexuel dans la rue à Pékin, tu vois. Non, mais même à 300 km de Paris, même. Oui, mais bon, avec des conséquences moins graves qu'à Pékin. Oui, c'est d'accord. Moins graves qu'à Pékin, quoi. Mais donc, alors l'idée c'est ça, l'idée c'est ce qui va poser problème, ce que de la maille va poser problème, c'est pas quelque chose qui correspond à une indignation morale, éthique, à un râlement, n'est-ce pas, ni à une idée. Correspond effectivement à quelque chose qui, comme on l'a dit plusieurs fois, bloque, d'abord commence par bloquer la autoproduction du monde, et après passe à une destruction. C'est le moment dans lequel nous sommes. Et on voit bien que ça, c'est l'effet des chaînes. Ça, c'est à niveau de la chaîne. À niveau de la chaîne, tout le monde voit. Vous voyez, c'est là où on voit à quel point la non-stabilisation d'une résultante alternative est terrible. Parce que tout le monde voit à niveau de la chaîne, de la maille, non, à niveau de la maille, la déchirure du voile phénoménal, comme l'appelle Husserl, non, cette réalité comme un voile phénoménal. La déchirure du voile phénoménal, elle est absolue. Tout le monde voit à niveau de la maille que ça détruit, que ça détruit, que ça détruit, que ça détruit.
Et on voit bien quand même que c'est très important de voir que ça détruit, c'est très important de comprendre le processus, mais il y a quelque chose qui ne fait pas effet pivot parce que cette stabilisation de la maille aujourd'hui n'est pas encore possible, et la preuve est qu'elle ne produit pas, ça va de soi. Alors par rapport à ça, deux choses. Une, je voulais lire Pessoa, mais à partir d'une petite remarque par rapport à Marx, non? Il s'avère que souvent on dit, mais Marx n'a jamais dit comment devait être le communisme. Je ne sais pas si maintenant quelqu'un le dit ou ne le dit pas, mais dans tous les cas, c'était quelque chose de très courant des commentaires, non, de Marx, en disant, mais Marx il n'a jamais dit à quoi doit ressembler le communisme. Pourtant, son essai, le petit essai avec Engels, le manifeste du Parti communiste, n'est-ce pas? Le manifeste du Parti communiste. Ou l'autre petit essai, Travail salarié et capital. Ou le capital ne fait que décrire des processus d'une maille qui commence à se voir. Et qui commence à se voir, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, ce qui bloque produit des désordres, produit des contestations, n'est-ce pas? Et convoque ceux qui sont touchés par la chose à étudier ces processus. Mais effectivement, Marx n'a jamais dit qu'est-ce qui devait être. Et alors c'est pour ça, donc, de lire ces poèmes, parce qu'on va parler maintenant des différents points de l'engagement qu'on a un tout petit peu produit. C'est vrai qu'un point terrible, c'est toutes ces luttes pour des idées, ces luttes pour comment le monde doit être, non? Tous ces pièges comme ça d'avoir une idée comment les choses doivent être, non? Que c'est tellement, dans le cas de Marx, tellement anti-marxiste, dans le sens auquel Marx il parle de ce que dans la maille détruit. Et même quand il dit la production est sociale, l'appropriation privée, lui n'est pas en train de dire alors comment devrait être une appropriation sociale, n'est pas comment devrait être une appropriation distributive. Il marque un axe d'une problématique de la maille, n'est-ce pas, que c'est pareil que si nous on dit, eh bien, si on continue à consommer comme on consomme, le réchauffement climatique, alors on dit, bon d'accord, comment on fait pour arrêter le réchauffement climatique? Ça ne veut pas dire qu'on est en train de donner une idée de comment le monde doit être. Eh bien, Marx n'a jamais donné une idée de ce qu'un monde doit être, ce qui lui donne tout à fait sa légitimité et son actualité. Mais effectivement, ce poème-là est un poème que moi j'ai mis dans quelques livres et dans quelques articles, et ça a toujours provoqué beaucoup de colère chez pas mal de militants, parce qu'on voyait là comme une sorte de pamphlet un peu pas sympathique d'un point de vue militant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient compréhensible qu'est-ce que veut dire ces poèmes. Lus avec l'accent italien. C'est Pessoa dans Le Gardeur de troupeaux. Tu parles de civilisation. Tu dis qu'elle ne devrait pas être ou qu'elle devrait être différente. Tu dis que tous les hommes souffrent, ou la majorité, avec les choses humaines disposées de cette manière. Tu dis que si elles étaient différentes, ils souffriraient moins. Tu dis que si elles étaient selon tes voeux, cela vaudrait mieux. J'écoute et je ne t'entends pas. Pourquoi donc voudrais-je t'entendre? Si je t'entendais, je n'en serais pas plus avancé. Si les choses étaient différentes, elles seraient différentes, voilà tout. Si les choses étaient selon ton cœur, elles seraient selon ton cœur. Malheur à toi et à tous ceux qui passent leur existence à vouloir inventer la machine à faire du bonheur. Oui, bon, vous comprenez, peut-être pour vous ça va. À vrai dire, c'est un poème qui était très très mal perçu par une bonne partie des militants. Parce que, effectivement, on dit je trouve que le monde n'est pas bien, je trouve que la société n'est pas bien faite. C'est compliqué, non? Parce que on dit tu trouves, voilà, tu trouves, c'est tout. Bon, voilà, c'est ta subjectivité, tu trouves, n'est-ce pas? Et c'est là où notre insistance, d'un point de vue objectiviste ou matérialiste, si vous voulez, dans lequel on dit de quoi il s'agit, c'est de ce qui détruit la vie. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de ce que tu trouves ou ce que tu ne trouves pas. De quoi il s'agit, c'est de ce qui détruit la vie, de ce qui détruit la justice,
de ce qui vraiment est en train, comme effectivement Marx le montre, c'est-à-dire la nécessité de la révolution chez Marx, elle est née de ces points d'achoppement entre le développement des forces productives et les rapports de production, où il dit, si on continue dans ces rapports de production-là, personne n'arrêtera la destruction. Et c'est pas bourré, on y est en plein, n'est-ce pas? Alors donc, ces points dans lesquels, si le monde était d'après tes voeux, il serait d'après tes voeux, et voilà tout. Et j'ai maudit tous ceux qui fabriquaient la machine à fabriquer le bonheur, etc. Non? Ben, effectivement, c'est-à-dire, il y a quelque chose là dans lequel cet idéalisme a produit des trucs terribles, a produit effectivement des plans quinquennaux, des projets, a produit des Pol Pot, des Staline, n'est-ce pas, d'une façon peut-être un peu moins sanglante, certainement moins sanglante, a produit Cuba, n'est-ce pas, mais effectivement, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est fondamental de notre point de vue, c'est pouvoir s'émanciper de cette sensation de que la légitimité de la révolte a quelque chose à voir avec être quelqu'un de bien, qui n'aime pas les choses moches, n'est-ce pas? Et comme bon, vous n'étiez pas né, mais ce qui avait fait un mauvais point à Giscard d'Estaing quand il avait perdu, quand il avait gagné contre Mitterrand il y a très 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 longtemps, je parle de 50 ans, non, c'est parce que Mitterrand il disait oui il y a les pauvres, oui il y a la souffrance, et alors Giscard lui dit, mais vous savez monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, non? Et il a ratatiné, parce qu'effectivement, l'autre, il ne parlait pas juste concret, il était en train de parler de comme il était un brave type, n'est-ce pas? Et alors, c'est là où une dépersonnalisation est fondamentale, une dépersonnalisation fondamentale, parce qu'il ne s'agit pas d'être ni pur, ni révolutionnaire. De ce point de vue-là, nous, on a toujours adhéré à cette hypothèse très radicale du Tché qui disait un révolutionnaire fait la révolution, point. C'est-à-dire, personne n'est révolutionnaire. C'est-à-dire, il y a des actes, il n'y a pas d'État. Et c'est ce qu'il a coûté la vie à pauvre Tchèque. On envoyait à Cuba, au Congo, voir s'il prenait une balle. Il n'a pas eu de balles, on l'a envoyé en Bolivie pour qu'il se prenne quelques balles. Bon, là, ça a réussi. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire le Tchèque, il est en train de dire il ne peut pas avoir un État révolutionnaire. Il ne peut pas avoir un État révolutionnaire. Alors, effectivement, qu'il n'y ait pas un État révolutionnaire, c'est ce qui sort de toute cette problématique narcissique, n'est-ce pas, qui dit qui est révolutionnaire, qui n'est pas révolutionnaire, comment agit un révolutionnaire, c'est de dire, finalement, et c'est un principe de l'estar siendo, nous, ce que nous sommes, avec ce que nous sommes, et malgré ce que nous sommes, est-ce qu'on s'occupe ou on ne s'occupe pas de ce qui menace la vie? Vous comprenez? J'ai une question. Est-ce que dire que quelque chose est compossible, la compossibilité implique une certaine justification ontologique, dans le sens où, si tu dis, tu ne peux pas dire que je trouve par exemple que le capitalisme est mauvais, non, on voit des processus, il y a des processus, des actes, des modes de production qui détruisent la vie, on s'y oppose, etc. Ok, je peux comprendre, mais comment ça s'est fait que par exemple un mode de production capitaliste a été compossible pendant des siècles et des siècles? Dire que c'est compossible, c'est comme si quelqu'un pourrait toujours te dire, toi tu peux trouver ce que tu veux, mais tu vois, c'est compossible, ça a été pendant 2 siècles compossible, alors jusqu'où ça va, tu vois? Non, mais ça va jusque-là. Juste ça, mais alors mais tout à fait, le capitalisme il est 1000 fois plus compossible que les projets socialistes jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Du coup, des processus de destruction de la vie et tout ça sont compossibles, peuvent être... Et donc c'est quoi qui te guide pour dire je trouve que ça... Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est compossible, ce qui n'est pas compossible. C'est-à-dire qu'il y a... Ce qui va apparaître au niveau de la maille, ce n'est jamais une justice ontologique éternelle, tu vois, qui ordonne l'harmonie du monde. Ce qui va apparaître à travers la maille, c'est les problèmes concrets. Les problèmes concrets qui, à ces moments, apparaissent comme un défi distributif pour tout le monde. Si toi, tu es dirigeant de Monsanto ou un salopard qui fait des lobbying pour Monsanto à Bruxelles, tu vois, tu ne sais pas que tu ne vois pas les problèmes. Sauf que toi, tu es absolument colonisé et tu travailles dans ce sens-là et tu te fais tout pour que, bien que c'est de moins en moins comme possible, ça continue. Tu vois? Et tant que ça continue, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, ça reste comme possible. Tu comprends? Alors, ce n'est pas que l'épreuve de la compossibilité, ce n'est pas l'épreuve de ce qui va vers le côté du bien et ce qui va du côté du mal. Tu vois? C'est simplement de dire, bon,
tous ceux qui, parce que directement, de façon différente, subissent la destruction, subissent la destruction de ces blocages. Le blocage, il est dans la maille. Le blocage ne parle ni composabilité ni non-composabilité. C'est un blocage dans la maille. Tous ceux qui subissent ça d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui par une certaine capacité d'aller vers le commun, je ne sais rien, tu vois, c'est-à-dire, sont capables de déceler de façon fractale presque où ces blocages se jouent, dès le plus individuel jusqu'au plus social, bah, ils sont capturés d'un côté. Et tous ceux qui, effectivement, essayent de continuer les restes des possibilités du capitalisme, ben, ils vont rester là. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord, le principe de compossibilité ne parle pas d'une justice éternelle, et deuxièmement, que oui, pour le moment, malheureusement, très malheureusement, le capitalisme a montré être, malgré le désastre, infiniment plus compossible que toutes les expériences du socialisme réel. Tu vois, et c'est comme ça, tu vois. Il n'y a pas un bien quelque part, tu vois, de façon tout à fait spinoziste, tu vois. C'est-à-dire, toi tu te dis dans cette situation, qu'est-ce qui va du côté d'une augmentation de la puissance d'agir, une augmentation de la joie? Ben, effectivement, c'est ce qui va du côté du commun, c'est ce qui va de la production, etc. Tu vois. Et qu'est-ce qui va contre? Ben, ce qui, effectivement, va du côté de la tristesse d'abord. Alors, tout ce que tu peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui défend les restes des compossibilités du capitalisme et du côté de la tristesse, de la destruction, de l'impuissance, etc., bon, tout à fait légitime de dire ça. Mais il n'y a rien extra-situationnellement qui décide que tout ce qui est compossible est bon. Voilà. Si j'ai bien compris, le rapport entre l'espace vectoriel et la résultante, à partir de la compossibilité, on peut la décrire comme un rapport entre parasitaires. Comme si la résultante qui devient si abstraite, si non matérielle, non concrète, se positionne de manière, par rapport à ces éléments vectoriels, de manière parasitaire symbiotique. Absolument. Et que donc, du coup, si le récit arrive à créer quelque chose qui ne fait pas oublier que le corps sous-jacent est vivant, il ne faut pas le détruire. Absolument. Alors, mais comment ça se fait, selon ce modèle, comment ça se fait que l'algorithme semble être à la fois un élément de l'espace, une résultante et un récit? Alors, non, d'accord. Alors, l'algorithme n'est pas une résultante. L'algorithme est un élément, est un vecteur très très fort, que donc tout vecteur fort dans un espace vectoriel parasite, pourquoi pas, parasite d'une façon très importante l'ensemble des éléments. Mais ce n'est pas la résultante. La résultante, par exemple, la résultante, on la voit, la résultante c'est les désirs de devenir fonctionnant et de ne pas exister le moins possible, les désirs d'être performant, l'esthétique de devenir machine qu'on a, tu vois, c'est ce qui enveloppe la résultante. Mais la résultante, ce n'est pas l'algorithme, la résultante, elle est fortement influencée par l'algorithme, mais parce que l'algorithme... J'ai la sensation que le drame de l'algorithme est qui a une telle poussée qui arrive presque à devenir une résultante, sans l'être, mais comme si son image est ce que je me rappelle les premières fois qu'il y avait les ordinateurs à l'aéroport. Tout se bloque, donc les années 80, rappelez-moi. Donc du coup, tout le monde, la réponse c'est l'ordinateur. Oui. Même jeune, on le regarde et dit ah non, c'est vrai. C'est avec ironie, comme vous dites. Bon, c'est l'ordinateur maintenant, parler avec le chef. Pourquoi l'algorithme est un vecteur trop puissant dans le sens de qu'on a expliqué avec couche, c'est-à-dire c'est vraiment une puissance en soi non métabolisable pour le moment par l'ensemble du champ vectoriel, n'est pas métabolisable. Ça veut dire que pour le moment, c'est un vecteur tellement fort qu'influençant la résultante beaucoup, la résultante de façon distributive transporte ça, tu vois, et les transporte d'une façon non métabolisable par les différents vecteurs.
de façon directe, ce soit indirecte, évidemment. Mais pourquoi c'est pas la résultante? Parce qu'à vrai dire, une des actions de la technologie digitale, c'est que, avec ce parasitage, il fractionne les vecteurs. Tu vois? C'est-à-dire que une des actions, ni voulue, ni planifiée, ni rien, tu vois, mais une des conséquences de détruire les autres unités. L'aller-retour, tu vois, il y a un aller-retour. De devenir un dictateur. Si, mais par le biais d'une décomposition de toute unité. Tu vois, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il va faire, si on est d'accord, que la résultante, elle, de façon distributive, est dans chaque vecteur. Non, de façon distributive, est dans chaque vecteur. Bon. Alors, s'il y a un vecteur très très fort ici, non, qui influence la résultante, c'est aller-retour. Dans le retour, quand la résultante se met à exister, comme elle le fait, les détruit, mais d'un coup devient la résultante à la fin, devient non, la elle ne peut pas devenir la résultante parce que si elle devient la résultante, c'est une sorte de victoire à la Pyrrhus. Oui, mais si tu as détruit tout le reste, tous les autres D'accord. vecteurs, c'est lui qui Alors, devient. là, il y a quelqu'un qui, il y a très longtemps, il y a presque un siècle, a pensé cette possibilité. C'est un ami de Borges, qui s'appelait Bioy Casares, qui a écrit un conte il y a un siècle, hein, c'est quand même incroyable. Et ce conte s'appelle L'invention de Morel. L'invention de Morel. Morel, c'est le nom. Non? L'invention de Morel est un conte absolument comme ça, avec cette capacité qu'ont les poètes, comme ça, tout à coup, tu sais, ce côté un peu schizo, non, qui les permet de tirer la tangente et comprendre. Non? Le mec, il décrit un monde dans lequel, effectivement, arrive ce que tu dis. Arrive le fait que la résultante, elle est tout à fait capturée par un vecteur très fort et s'autonomise. Et c'est intéressant de voir l'invention de Morel, simplement, si tu veux, c'est très très intéressant, et surtout c'est incroyable, non? Simplement, si tu veux, d'après notre, comme ça, grille d'analyse, à travers la vision organique, etc., pour nous, le problème c'est que la technologie fait partie des mixtes. C'est-à-dire les mixtes, ça veut dire que ce sont toutes ces entités qui fonctionnent avec une certaine autonomie, mais qui dépendent du vivant, comme la langue, la technologie, la macroéconomie, l'urbanisme. La langue fonctionne comme un organisme qui naît, se développe, meurt, est malade parfois, tu vois. Mais c'est un mixte, pourquoi? Parce qu'il fonctionne comme un organisme, mais il est donc avec un haut niveau d'autonomie, mais il y a une dépendance du vivant. S'il ne capture pas des vivants, pour... La symbiose s'interrompt dans tout ça. Voilà. Alors donc, à vrai dire, si tu veux, les problèmes pour que l'algorithme arrive à la victoire, comme Bioy Casares va l'imaginer, c'est que s'il arrive à la victoire, il s'arrête. Tu vois? Que c'est un peu tous les problèmes des bases, du b.a.-ba, des études en écologie, tu vois, c'est-à-dire si tu mets tant de chèvres dans une île, les chèvres vont se reproduire, ils vont être très bien jusqu'au moment dans lequel ils sont tellement reproduits qu'ils sont arrivés à un point critique où il n'y a plus rien à manger et ils meurent. Tu vois? Donc voilà, l'idée des mixtes, c'est ça, c'est que les mixtes à la fois ne peuvent pas s'autonomiser absolument parce que toute autonomie, bon, le fait tomber. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est important, c'est de voir que là, il y a deux choses dont on a parlé. D'une, l'objectivité ou matérialité des problèmes posés dans la chaîne, non, dans la maille même, de production de la réalité. Et d'autre, effectivement, de voir comment, parmi ces problèmes-là, il y a que, si bien toujours il y a eu des résistances aux différents types de colonisation, d'impérialisme, etc., le problème c'est ça, c'est qu'avec l'algorithme, par le mode d'action de l'algorithme, des dislocations des vecteurs dans lesquels il arrive, c'est ce qui ressemble le plus à une colonisation triomphante. La dislocation des vecteurs dans lesquels il arrive, on peut tous s'amuser tristement à les constater dans la vie de tous les jours. Comment disloque, comment
désintègre toute unité. Hein, l'action algorithmique désintègre l'unité. On ne va pas entrer dans ces... mais ça, c'est quelque chose qu'on peut tous se rendre compte. Non? Mais normalement, si j'ai bien compris, les vecteurs, c'est des monades, et les monades, c'est indivisible. Alors, si. Pourquoi est-ce qu'il y a cette réfraction? Alors, si on fait un tout petit peu de leibnizianisme sauvage, l'univers, le monde existe dans chaque monade. Il n'y a pas un monde qui inclut les monades. Okay. Les devenirs, alors dans cet exemple-là, comme Leibniz est mort il y a longtemps, il ne va pas me faire un procès, dans un, on peut dire que ce monde, c'est tout inclus dans la monade, nous, on peut le comprendre comme une résultante d'un espace vectoriel. C'est une résultante qui est dans chaque... Bon. Alors, si cette résultante plus devient toxique, plus devient destructrice, va détruire dès l'intérieur la monade. D'accord. C'est pour ça que ça disloque. Parce que... Un cancer. Absolument. C'est dès l'intérieur que c'est démoli. Je peux juste ajouter un truc de part. En lisant le livre de Simone de Beauvoir, ça me fait penser à ça. C'est à un moment, elle décortique, j'aime bien le terme décortiquer, ce que c'est qu'une femme. Et donc, elle décortique aussi ce qui empêche la femme d'avoir, dans le monde patriarcal, d'avoir sa puissance. C'est-à-dire que sa puissance est limitée concrètement par tout un tas de choses. Et ne pouvant pas développer sa puissance, elle va s'aliéner à l'homme, en fait, pour retrouver à travers lui une certaine puissance. Et je me demandais, c'est que d'une certaine façon, l'être humain, limité concrètement par plein de choses, va pas s'aliéner en fait dans l'algorithme, dans tout ça, pour à la Pyrrhus, penser retrouver une certaine puissance là-dedans. Bon, écoute, contrairement à des amis qui sont là à côté, non, des piécements d'œuvre, qui sont très technophobes, non, moi, non, nos positions sont des positions un peu différentes. Nous pensons qu'il y a une irréversibilité de l'avènement des mondes algorithmiques, mais absolument une irréversibilité absolue, et que la question, c'est par rapport au monde algorithmique, la question se pose de les bâtir ou de l'agir. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que ce soit possible de dire que... Parce qu'il n'y a pas une altérité, tu vois, c'est-à-dire que nous utilisons comme image de dire tout à coup l'humanité, tu vois, avec ce fameux chat GPT, a eu cet effet-là, se réveille, non, et dit oh, mais on a délégué trop de nos fonctions à la machine, qu'est-ce qui nous reste? C'est une image, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas un autre de l'humain qui est la machine et la machine. C'est-à-dire, c'est à travers la résultante distributive, la machine elle est partout. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un vecteur propre qui regarde dehors la machine. Alors, nous, notre position, effectivement, que toute créativité, toute inventivité doit tenir compte qu'un des défis, c'est coloniser la machine. Dans ce qui apparaît comme la contradiction centrale, comme Mao, la contradiction principale, qui est organisme ou agrégat, n'est-ce pas? C'est les mondes agrégatifs de l'algorithme, du néolibéralisme, du capitalisme, ou la résistance qui est la production des modes de vie organiques. Ces modes de vie organiques, alors là, pour passer directement à quelques points concrets, parce que là il y avait tous les points qu'on avait discutés avec Mexique et là-bas, mais bon. On dit, effectivement, toute vision moderne, non? Que c'est ce que couche les coloniaux, juste titre, ils appellent les modes coloniaux de contestation. Non? Et tous les modes, pour dire comme ça, hegeliano-marxistes, pour dire grosso modo, qui pensent qu'il faut capturer la résultante, il faut attaquer la résultante. Non? Il faut aller au palais d'hiver. Et le palais d'hiver est une très belle métaphore parce que vous savez que le palais d'hiver était vide. Il y avait une toute petite compagnie de femmes soldats, mais qui étaient plutôt des parades, qui étaient là, qui ne sont pas combattus. Alors, la fameuse prise du palais d'hiver, il aurait fallu dire ah ben c'est ça, on est en train de prendre du vide, n'est-ce pas? Parce que voilà, la résultante elle est vide, elle n'a pas de lieu la résultante. Alors évidemment, le premier point, c'est celui-là, effectivement, de renoncer au axe central de l'agenda de l'ennemi, pour dire comme ça, qui est la verticalité
de prendre le lieu du pouvoir. Parce que le lieu du pouvoir, plus est le lieu du pouvoir, plus est le lieu de l'impuissance. Non? Effectivement, toujours toute la littérature léniniste, maoïste, etc., sont remplies des méthodes de le bon attaque au point dans lequel, à partir de là, ça va pivoter. Non? Et c'est un tout petit peu, si nous on prend la théorie du chaos, vous avez des chaos déterministes, vous savez, c'est la fameuse théorie des ailes du papillon. Donc il dit les battements d'ailes du papillon à Rio peut occasionner un tsunami, je ne sais rien, en Thaïlande. Non? Et alors, c'est vrai d'un point de vue de la théorie des chaos, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie énorme entre la cause et l'effet. C'est-à-dire qu'une toute petite cause peut avoir un effet énorme parce qu'il y a une sensibilité aux conditions initiales. Et alors donc tout se passe comme si les gens maintenant cherchaient quel est le papillon qu'il faut attaquer, vous comprenez, on dit où est le papillon, et bon c'est ridicule parce que c'est-à-dire il n'y a pas de papillon, c'est-à-dire la symétrie des causes elle est l'aléatoire absolu, alors de ce point de vue-là on travaillait avec l'idée d'essayer au moins dans tout ce qui se passe. La vérité, c'est en parlant surtout d'Amérique latine et nous en apportant un peu de la France. On voyait 3 niveaux de résistance, des modes de résistance et d'action existants aujourd'hui et qu'il nous semblait important de différencier. Alors on disait, il y a tous ces modes de résistance qui sont des résistances surtout axées sur la création. C'est-à-dire qu'à partir du dysfonctionnement de la maille, non, sont des modes de résistance qui ont à voir avec des modes d'existence plutôt. Des modes d'existence, des modes de production, des pratiques différentes. C'est-à-dire ce sont des modes d'existence qui vont des trucs les plus individuels aux plus collectifs, qui passent par consommer autrement, par tout, c'est-à-dire s'associer autrement, qui passent par des choses très petites, comme des choses assez importantes, n'est-ce pas? Mais qui est donc l'axe central et dans créer des nouveaux compossibles. C'est-à-dire, c'est compossible. Les défauts fondamentaux sont la faiblesse, pas les défauts, mais les faiblesses fondamentales de tous ces modes de résistance et de création, c'est qu'ils connaissent toujours une masse critique. Ils connaissent une masse critique au-delà de laquelle ça explose. C'est-à-dire que toute théorie, toute croyance très très commune, très banale, de la tache d'huile, de la iskre, comme disait l'autre, l'étincelle qui incendie la prairie. La contagion. Oui, c'est-à-dire que ça, effectivement, toute l'expérience en Amérique latine de ces 30 dernières années, parce qu'on remontait à une décade avant 2000, toute l'expérience, tout ce que racontent les copines, les copains, des terres occupées, des usines en autogestion, tout ce que des contre-cultures, tout témoigne quand même évidemment de cette masse critique au-delà de laquelle une expérience alternative explose en vol. C'est-à-dire qu'une expérience alternative de création ne peut pas avoir comme vocation de grandir et se diffuser. Il doit garder cet élément que, pour le dire concrètement, il y a quand même donc une invariante de localité. C'est-à-dire que ce qui va naître quelque part ne peut pas être ni exporté en dehors de ces quelque part, ni diffusé. Pourquoi? Parce que les quelque part fait partie de ces possibles-là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'effectivement, si nous disons qu'on essaie de penser de façon dans laquelle l'être humain n'est pas le sujet, alors le minimum c'est qu'on dise, et ça, bon, toutes les expériences, on reviendra là-dessus à la rentrée, mais ce sont toutes les expériences dans lesquelles on voit que quand une expérience de résistance-création, de résistance-existence, je ne sais pas comment on veut l'appeler, non, ont dépassé certaines limites, ce qu'on a vu que ces dépassements étaient dus à tomber dans les pièges du sujet.
non, du vecteur humain comme principal, n'est-ce pas, sans tenir compte que cette expérience était là possible parce que, je dis n'importe quoi, parce qu'il y a un fleuve tel à côté, parce qu'il y a une telle histoire, parce qu'il y a une telle forêt, parce qu'il y a une telle faune, une telle flore, vous comprenez, c'est-à-dire que l'expérience des créations et existences comme ça doit être une expérience justement des vecteurs multiples dans lesquels l'être humain ne se pose plus dans les pièges anthropocentriques. Hein? C'est pour ça que la masse critique n'est pas morale, la masse critique a à voir avec le fait de la profonde localité de l'expérience, parce que seulement dans quelque chose qui respecte un certain niveau de localité, nous pouvons agir dans un non-agir moderne, n'est-ce pas? On peut agir dans cet ensemble où la régulation de notre expérience est donnée par l'ensemble des vecteurs qui participent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si moi je dis, je ne sais pas, on a trouvé une façon de faire une école alternative, on a récupéré une usine, il y a un certain mode de production agricole, il y a telle fleur, telle faune, etc., telle histoire, telle montagne, n'est-ce pas? Effectivement, ce sont des écoles d'apprentissage de ces pas fondamentales aujourd'hui de se décentrer de l'anthropocentrisme. Pourquoi? Parce que seulement une vision relativement locale, local ça ne veut pas dire petit ou grand, local ça veut dire qu'on est dans les mêmes paysages, pour le voir comme ça, dans le sens profond des paysages, tel comme Augustin Berg va définir le paysage. Alors, en étant inclus dans un paysage, en faisant partie du paysage, effectivement, il y a quelque chose de la régulation, de l'autorégulation, qui va limiter et rendre possible les possibles de l'expérience. Et le deuxième niveau qu'on voyait, mais ce sont très empiriques, c'est par rapport à ce qu'on voyait concrètement, c'est qu'on voit que ce type d'expérience-création, ça dépend les lieux, en quoi les casse les pieds au pouvoir, la puissance qu'elle a, ou la capacité de produire, parce que si bien un modèle alternatif n'est pas exportable, il est produit par des invariantes qui, elles, oui, peuvent aider à créer des modèles locaux ailleurs, non? C'est-à-dire que ce n'est pas le relativisme, ce n'est pas qu'une expérience locale, elle est locale et étanche. Non, l'expérience locale, elle est faite à partir de quelques invariantes. Lesquelles invariantes? Les non-anthropocentrismes, la régulation systémique, etc., etc. Dès moments qu'une expérience alternative de ce type-là, on voyait qu'elle devenait soit trop importante, soit trop puissante, soit qu'elle cassait les pieds à des puissants locaux, etc., ou que les invariantes produites étaient trop claires et pouvaient être utilisées ailleurs, eh bien là on voyait que systématiquement on entrait dans un mixte qui est résistance et affrontement. C'est-à-dire, et on a vu que très souvent le problème c'était que, et ça c'est surtout les amis de Chiapas qui ont vu ça beaucoup, ou les Indiens sans terre du Brésil, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment on voyait que le développement, le déploiement de cette puissance, non, à un moment donné, pour continuer à exister, devait assumer un niveau d'affrontement. Or, ça, c'est toujours très conflictuel, parce que l'expérience existence a comme fonction fondamentale créer les ça va de soi, vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être sous condition de la conscience. C'est-à-dire que les gens qui participent d'une expérience alternative ne doivent pas être dans l'expérience alternative à conscience, en disant « Ah, j'ai fait ci pour ça ou pour ça ». Il faut que ce soit ça va de soi. Il faut que ça crée ces fameux réflexes culturels, vous comprenez? Donc, effectivement, quand il arrive à cette fonction mixte d'une production de nouveautés, mais qu'elle est attaquée, elle doit assumer quelque chose qui exige quand même un certain niveau de conscience. C'est là où c'est conflictuel, qui est la lutte, non? Qui est la lutte pour se défendre. Et ce qu'on voyait, c'est surtout l'effet de que il y avait deux possibilités. Soit on était très centré sur l'affrontement et on orientait donc beaucoup trop l'expérience au nom de l'affrontement, et alors l'expérience avait un côté creux.
dans le sens auquel n'arrivez pas à créer un quotidien. Vous voyez, pour vous donner une idée, c'est-à-dire si vous êtes en train de faire la guérilla contre une dictature, effectivement, vous, dans les troupes de la guérilla, vous ne créez pas un quotidien, vous ne créez pas un ça va de soi dans le sens de dire comment on éduque les mômes, quel est le rapport de genre. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui est un passage dans lequel on dit il faut foncer de ce côté-là. Je dis ça parce que justement, il y a une copine qui a fait un bouquin dans lequel il analyse nos groupes de guérilla guévaristes en disant ils n'ont pas créé des modes de vie différents dedans. Et c'est une erreur parce qu'effectivement, quand on est dans des logiques d'affrontement, effectivement, on peut imaginer des choses, mais l'affrontement, ce n'est pas vraiment la meilleure condition pour créer les fameux ça va de soi. Alors, donc d'un côté, trop centré dans l'affrontement, chose qui est toujours très exaltante, que ça te ordonne la vie. Hein. Alors, soit on est trop centré dans l'affrontement, donc on n'a pas la possibilité de créer les savoirs de soi parce que les savoirs de soi sont très à conscience, et tout ce qui est à conscience est éphémère, est creux, parce que bon, la conscience crée des idées de ce qui est juste, mais ne crée pas des savoirs de soi. Et alors, c'était un tout petit peu ça. Le problème, c'est que quand ces expériences-là deviennent trop importantes et sont attaquées, là, ils doivent se coltiner avec ces entre-deux contradictoires et conflictuels, non? Qui est l'essence de notre vie ne veut pas être de bons combattants, n'est-ce pas? Parce que l'essence de notre vie est donnée par cette production de savoirs de soi différents, et à la fois, on doit défendre ça en combattant. Et c'est compliqué. Et le troisième niveau, c'est qu'effectivement, en dehors de tout angélisme, c'est pas en démultipliant les AMAP et les coopératives et les je sais pas quoi, qu'un jour, comme ça, les grands lobbies, les grands groupes militaires ou industriels, ils vont dire « Oh, mais quelle erreur, comment est-ce qu'on a pu être très méchants, ils vont se suicider, n'est-ce pas ?» Et alors, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de affrontement, pur affrontement, dans lequel il faut comprendre que cet affrontement, pur affrontement, c'est fait avec des alliances minimales, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, il y a une tranchée, il y a des tranchées. Et qu'effectivement, il faut pouvoir, donc, alors, la séparation, peut-être que ça ne vous semble pas si évident que ça, mais pour tous ces gens-là qui sont dans des pratiques, ce type de séparation, effectivement, donne un éclairage nouveau, parce qu'effectivement, c'est-à-dire, vous voyez, n'est pas tombé, aucune des trois est prioritaire, pour dire comme ça. Alors, il y a ceux qui vont dire, d'accord, mais tu développes des expériences alternatives d'éducation, des choses à rien. Non, des modes de consommation différents. Et l'affrontement. Et disent, non, mais c'est notre dimension. C'est notre dimension. Non? Et il y a aussi l'angélisme des gens qui sont dans un ça va de soi différent et disent, non, mais pour moi, ça va de soi de vivre autrement, moi, ça va de soi, c'est très bien, ça va de soi, et qui tournent le dos à ces principes de réalité dès qu'il va falloir leur casser la gueule un jour ou l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te laisser, Et alors, bon, on a travaillé là-dessus. Alors, là, on n'a pas beaucoup les temps, non, mais il y a des points comme ça qui sont sortis de ces réunions-là, dont un point qui est corollaire, qui émerge de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, il y a eu, il y a des révolutions, des insurrections, n'est-ce pas, qu'effectivement, les ras-le-bol tout à coup qui provoquent une insurrection et qui peut provoquer une révolution dans le sens d'un changement des groupes dominants, n'est-ce pas, eh bien, ça, ce qu'il y a eu une unanimité là-dedans, plus ou moins, mais bon, arrachée, c'est de dire ni l'insurrection ni la révolution ne sont jamais porteuses de la nouvelle alternative. C'est-à-dire que ce sont des moments, des grands remaniements, mais ces moments de grands remaniements ne sont pas en soi porteurs de la nouvelle alternative. La nouvelle alternative, il faut pouvoir la produire, la construire, la produire. N'est-ce pas? Et ça, bon, vous savez bien que tout un siècle de révolution militait dans le sens contraire. C'est-à-dire, il faut faire la révolution comme si, en faisant la révolution, il y avait quelque chose de la liberté qui va se dévoiler, n'est-ce pas? Et alors ça, c'était quand même
un tout petit peu à l'arraché parce qu'il y a des vieux réflexes militants, mais ça nous semble quand même fondamental de effectivement dire non, mais bien sûr, la révolution et les insurrections sont des choses qui arrivent, sont comme ça des émergences comme ça surprenantes. C'est même Lénine qui écrit dans un petit bouquin qui s'appelle Les enseignements de la révolution, de l'insurrection de 1905, ça s'appelle comme ça le bouquin. Et il dit une phrase très intéressante, mais qu'il n'a pas tenu en compte, lui, même de ce qu'il avait écrit, il dit « L'insurrection surprend toujours les révolutionnaires ». C'est-à-dire que, donc il est en train de dire quelque chose qui délégitimait pas mal de son boulot, qui était de voir comment on arrive à l'insurrection. Or lui-même, il dit « Non, ben, c'est un événement aléatoire. Il y a un côté aléatoire non maîtrisable. » Non, effectivement, il y a un côté non maîtrisable, et que comme on disait, quand on parlait de la révolution en Iran, qui en ce moment, il faut savoir, de dire, dans une révolution, il y a un point A d'émergence, mais il n'y a pas de point B d'arrivée. Tout point B d'arrivée, en général, tout le XXe siècle, c'était simplement des petits putschs et des petits coups d'État parmi les groupes révolutionnaires qui arrivaient par des purges avant, pendant et après, non, à ces places autodéclamées des points B. Mais bon, ça c'était important par rapport à cette idée comme ça parce que bon, il faut se situer, c'est-à-dire même s'il y a des jeunes générations, ils ont participé dans des actions d'insurrection, d'actions d'affrontement, ma génération est un peu plus vieux, un peu plus jeune, bon voilà, on a connu des niveaux d'affrontement énormes, alors donc comment on se situe par rapport à la fameuse révolution. Et alors c'était quand même un point important de dire, bon, c'est une émergence dont il faut tenir compte parce que ça émerge, mais surtout, n'est jamais, elle, porteuse de l'alternative en soi. L'alternative est effectivement quelque chose qui se construit en amont, à travers des expériences de résistance, création et affrontement, n'est-ce pas? Et le troisième niveau dans lequel, effectivement, oui, il faut chercher des alliances. À niveau de pur affrontement, il faut chercher des alliances. Ben, finalement, ça fait penser un peu à un modèle ecclésiastique, monastère médiéval, c'est-à-dire quelque chose qui est un état dans l'état. On a un état qui s'impose de manière symbolique, spirituelle, mais qui a un modèle économique, qui a un modèle juridique, un modèle d'alliance. C'est ce que Gramsci appelle le bloc, Parce qu'il est italien, tu vois. Non, mais parce qu'en principe, tu vois, je sais pas, c'est que tu vois, les blocs historiques, voilà. Les blocs historiques, c'est ce que Gramsci a appelé, et que tout le monde utilisait ça, et surtout les fascistes ont utilisé ça, toute la nouvelle droite s'est beaucoup appuyée sur Gramsci, non en tant que les contenus, mais les mécanismes, qui est effectivement de dire qu'il faut construire une hégémonie. Il faut construire une hégémonie, absolument. Simplement, la construction de l'hégémonie, nous on dit comment on construit cette hégémonie. Est-ce qu'elle est performative par rapport à un récit? Est-ce que l'hégémonie, elle vient par une révolution? Est-ce que l'hégémonie, tu comprends? C'est-à-dire que, mais effectivement, oui, c'est-à-dire, ça va de soi, ce sont des expressions de l'hégémonie d'un bloc historique contre un autre bloc historique, oui, absolument. Alors, la comparaison avec les monastères, tu vois, oui et non. Oui, dans le sens que c'est la cité de Dieu, alors on peut penser, mais à la fois, il n'avait aucun type de perspective, ni de désir, ni de projet, de rendre toute la société monastère, tu vois. En tant que ce qu'on construit dans des expériences alternatives, d'abord, il ne faut pas que ce soit des kibbutz fermés, pas étanches, et deuxièmement, ce qu'on construit, on le construit par rapport à ce que dans la maille pose problème aux vivants. Non, aux vivants. Bon, je ne sais pas si on n'a pas beaucoup de temps pour lire les points. Non. Bon, écoutez, alors, non, parce qu'à la fois, il ne s'agit pas de lire les points auxquels on était resté d'accord. Il y a un point de Quijano, non? Quijano, qui est un théoricien de la décolonisation qui revient, il est décédé il y a quelques années,
qu'il disait non, il n'y a pas de dehors, il faut vivre dedans et contre. Non, c'est un peu ça l'idée, non? C'est-à-dire, il n'y a pas de dehors, non? Il faut vivre dedans et contre. Alors, les dedans, ce n'est pas les dedans individuels, mais c'est aussi des dedans individuels. Mais c'est le fait que dans la société, il n'y a pas en dehors de la société. Et alors, alors on dit, mais ces expériences de résistance ne sont pas en dehors de la société? Non, ce sont des lecteurs qui essayent d'avoir le maximum d'influence possible dans la résultante. C'est-à-dire que dire il n'y a pas de dehors, dans notre schéma de compréhension à travers les champs vectoriels, ça serait de dire rien n'est dehors, parce que toute hégémonie, elle n'existe que de façon distributive dans chaque vecteur. Non? Alors il n'y a pas de dehors, et bon, c'est ce que Quijano disait, et que c'était quand même ça reste très litigieux, non? C'est de dire il n'y a pas de dehors, il faut être dedans et contre. Dans le sens de dire la question c'est pas la pureté, non? Il n'y a pas de pureté, ce qu'il y a c'est on est tous dedans et la question c'est comment on peut en étant dedans être contre. Et c'est la question anti-militance monoprix. Vous avez des gens qui disent je voudrais m'engager, alors ils font la liste, le phoque, les étrangers, le réchauffement climatique, et vous voyez, c'est une attitude malheureusement très courante de dire bon, je voudrais m'engager, non? Et ce que dit Quijano, c'est cette radicalité de dire il n'y a pas de dehors, tu dois avoir dedans comme tu peux être contre, non? Alors ça veut dire dans quoi tu es, quel est ton dedans, et par rapport à ton dedans, bah, tu es contre. Bon, écoutez, alors on finit cette année. Certainement vers la deuxième quinzaine de septembre, Christian, plus ou moins, on va... Bon, ce que j'ai dit pour les gens qui nous suivent par YouTube, donc, que pour se renseigner par rapport aux dates, par rapport à toutes les informations, vous n'avez qu'à cliquer sur le site du collectif Malgré tout. Vous faites collectif Malgré tout, et là, vous aurez toutes les informations de quand est-ce qu'on commencera, certainement en septembre, mais il y aura d'autres événements, d'autres activités. Alors, il suffit juste de cliquer sur le site du collectif Malgré tout, ou bien de s'abonner au site du collectif Malgré tout, et comme ça, vous recevez les informations. Et voilà. Alors, donc, voilà, à septembre. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à vous qui nous avez suivis de près.